S'il vous plaît, offrez-moi un abri pour la nuit. » Un inconnu frappa à la porte de la veuve en suppliant, mais la pauvre femme n'avait aucune idée qu'il était un. Claire Moreau habitait seule depuis 4 ans dans la vieille demeure en bois et pierre située aux abords du lac de la petite commune proche d'Annecy. Chaque matin, elle s'éveillait à l'aube, faisant doucement vaciller les rideaux de sa chambre avant d'ouvrir la fenêtre pour laisser entrer la brise froide et l'écho mystérieux des montagnes. Son regard se perdait souvent dans le reflet gris-argent du lac, sombre et tranquille, comme un miroir de son cœur. Elle enseignait la littérature au collège local et chaque jour elle se rendait à son cours dans la salle aux murs tapissée de livres anciens et d'affiches jaunies. Les élèves l'aimaient pour sa voix posée, sa manière de faire vibrer les mots et de révéler leurs échos dans les cœurs. Pourtant, malgré la chaleur paisible de ses gestes, une profonde mélancolie restait tapie derrière son sourire. La mort de son mari, 3 ans auparavant, avait laissé un vide immense dans sa vie. Elle se souvenait encore du soir où il était parti, laissant sur la table la tasse à moitié pleine de thé, et le silence s'était installé comme un invité indésirable. Elle avait appris à vivre avec cette absence, à ajuster ses pas, mais elle n'avait jamais trouvé à nouveau la complicité qui lui manquait. Les jours glissaient dans une douce monotonie. Le trajet jusqu'au collège, les discussions sur les classiques français, les promenades solitaires dans le bois voisin où les arbres, humides de rosée, semblaient chuchoter des secrets anciens. Elle évitait les rencontres fortuites, les regards trop directs, le franchissement des limites de sa solitude. Elle avait un chat gris, Baptiste, qui s'installait chaque soir sur son fauteuil près de la cheminée et ronronnait d'un air satisfait. Claire trouvait dans cette présence muette un réconfort discret, mais insuffisant pour combler le manque de l'autre. Les soirées étaient les plus difficiles. Après la vaisselle, elle se glissait dans la chaise longue située devant la fenêtre du salon et relisait de vieux romans qu'elle aimait depuis ses jeunes années, Balzac, Flaubert, Maupassant. La pluie tambourinait parfois contre les vitres, et cette mélodie la ramenait à des souvenirs qu'elle préférait ignorer. Elle se souvenait de leurs promenades sur les quais à Paris, de leurs rires mêlés et de la douceur d'un été partagé. Elle se souvenait même d'un instant précis. Lui avait dit « toujours », d'un ton léger, presque en secret. Ce mot « toujours » s'était transformé en un écho douloureux. Mais cette vie simple et habituelle lui offrait une sécurité qu'elle n'était pas prête à abandonner. Elle cultivait ses fleurs dans le petit jardin à l'arrière de la maison, un espace modeste mais soigné, des roses blanches, des iris violets, un lilas discret. Elle arrosait chaque matin les boutons fragiles, respirait l'air frais et laissait les gouttes glisser sur ses doigts. Le bois s'étendait juste derrière, sombre et profond, et elle aimait s'y perdre après son travail. Là-bas, les fougères brillaient de vert tendre. Les troncs couverts de mousse semblaient des sentinelles silencieuses. Elle marchait sans destination, écoutait le vent glisser entre les branches, parfois s'asseyait sur une pierre moussue et fermait les yeux. Elle laissait le bruissement des feuilles devenir une berceuse légère pour calmer les battements de son cœur. Le temps passait, les saisons défilaient, mais elle ne changeait pas. Elle restait fidèle à son propre rythme, à cette solitude qu'elle avait apprivoisée, mais qui la maintenait prisonnière d'un monde à part. Lorsqu'un soir d'automne, le ciel s'assombrit plus tôt que d'habitude, et que la pluie commença à tomber sans répit, Claire ne se doutait pas que cette routine allait bientôt être interrompue. Elle resta sur la chaise longue, regardant les gouttes glisser sur la vitre, repensant à son mari disparu, aux promesses silencieuses et à la profonde volonté de ne plus s'ouvrir au hasard. Mais cette nuit-là, une ombre se dessina à la lisière des branches, une silhouette qui s'avançait lentement vers la maison. Elle releva la tête, hésita, puis retourna à son livre. Elle avait appris à attendre seule, mais elle ne se rendait pas compte que l'attente allait finir bientôt. La pluie tombait drue sur le toit de la maison, dessinant des lignes obliques sur les vitres embuées du salon. Le vent soufflait par rafales, faisant gémir les vieux volets de bois. Claire était toujours installée dans son fauteuil, un roman ouvert sur les genoux, mais elle ne lisait plus. Son regard s'était perdu quelque part entre les pages et le rythme régulier de la pluie, quand un bruit sourd la fit sursauter. Un coup, puis un second, résonnèrent dans l'entrée. Une main frappait à la porte. Elle posa le livre avec lenteur, l'oreille tendue. Il était rare que quelqu'un vienne chez elle à cette heure, encore moins par un temps pareil. L'idée d'un voisin en détresse lui traversa l'esprit, mais la méfiance l'emporta.
Elle se leva, traversa le salon à pas feutrés et s'approcha de la porte d'entrée. Par précaution, elle ne l'ouvrit pas immédiatement. Elle demanda, à travers le bois, « Qui est là ?» Une voix d'homme répondit, essoufflée mais calme. « Je suis désolé de vous déranger. S'il vous plaît, donnez-moi abri pour la nuit. » Elle ne reconnut pas l'accent local. Sa voix portait une intonation douce, presque mélodieuse, avec un léger souffle qui trahissait la fatigue. Claire hésita. Son premier instinct fut de refuser, de dire qu'elle ne pouvait pas aider, qu'elle était seule et que ce n'était pas prudent. Elle fixa la poignée de la porte, tendit l'oreille, puis écarta doucement le rideau de la petite fenêtre latérale. Sous la lueur faible du porche, elle distingua une silhouette masculine, trempée, les épaules affaissées. L'homme portait un manteau sombre, ruisselant d'eau, et ses cheveux plaqués contre son front témoignaient de son long séjour sous la pluie. Il ne bougeait pas, ne frappait plus. Il attendait. Contre toute logique, Claire sentit quelque chose se fissurer en elle. Peut-être le silence prolongé de sa maison. Peut-être la compassion ancienne qu'elle n'avait plus exercée depuis longtemps. Elle ouvrit la porte lentement, laissant apparaître l'homme dans la lumière tremblante de l'entrée. Il ne souriait pas, mais son regard accrocha le sien avec une intensité étrange. « Entrez », dit-elle presque à contre-cœur. Il franchit le seuil sans dire un mot, et elle referma derrière lui, sentant l'air glacé envahir un instant le vestibule. Il se tenait là, sans bouger, visiblement mal à l'aise. Ses vêtements gouttaient sur le parquet ciré. Il finit par souffler. « Merci. Je ne voulais pas vous faire peur. Je ne suis qu'un voyageur. J'ai perdu mon train. » Claire l'observa plus attentivement. Il avait un visage marqué, des cernes sous les yeux, mais ses traits étaient réguliers, presque élégants. Il semblait à la fois fatigué et étrangement posé, comme s'il luttait contre quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Elle lui tendit une serviette et désigna le petit banc près du feu. « Asseyez-vous. » Il obéit en silence, frottant ses cheveux avec la serviette. Baptiste, le chat, s'était approché en douceur, flairant prudemment le nouvel arrivant avant de retourner à sa place habituelle. Le feu dans la cheminée crépitait doucement, diffusant une chaleur tiède dans la pièce. Claire apporta une couverture et un thé chaud qu'il accepta avec gratitude. Il ne parlait pas, ou très peu. Juste des mots simples, polis. Elle, de son côté, n'osait pas poser trop de questions. Elle ressentait en lui une tension sourde, un mélange de réserve et de lassitude. Lorsqu'il releva la tête, elle vit enfin ses yeux, un gris clair, presque translucide, mais profondément marqué. Il dit simplement « Je m'appelle Julien ». Elle répondit sans se présenter par réflexe, comme si dire son nom lui donnait trop d'importance dans cette rencontre imprévue. Il n'insista pas. Ils restèrent là un moment, sans parler, seulement bercés par le crépitement du feu et le martèlement de la pluie. Le temps semblait suspendu. Claire finit par se lever pour préparer une chambre d'appoint. Elle retira les draps propres de l'armoire, secoua les oreillers, arrangea la couette. Tout cela lui semblait irréel. Elle n'avait pas accueilli quelqu'un chez elle depuis des années, encore moins un homme inconnu. Elle se surprit à s'interroger sur ses propres motivations. Était-ce la compassion, la solitude, ou cette impression inexplicable que cet homme portait en lui, une histoire à la fois ordinaire et singulière? Lorsqu'elle revint au salon, il s'était levé et l'attendait, debout, la couverture pliée dans les bras. Elle lui montra la chambre au fond du couloir. Il entra sans un mot de plus et elle referma la porte derrière lui. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle réalisa combien ses mains tremblaient. Elle retourna dans le salon, s'assit de nouveau dans le fauteuil mais ne reprit pas son livre. Son esprit restait suspendu à cette rencontre inattendue. Qui était vraiment cet homme? Pourquoi elle? Pourquoi ici, dans cette maison isolée? Elle se força à calmer ses pensées. Elle n'avait fait que ce que n'importe quelle personne décente aurait fait. Laisser un inconnu dormir dehors par une nuit pareille aurait été cruel. Pourtant, une alarme douce mais insistante s'élevait en elle. Elle savait écouter son instinct et celui-ci lui murmurait que quelque chose dans cet homme ne collait pas avec ce qu'il prétendait être. Elle monta se coucher tard cette nuit-là, l'oreille tendue au moindre bruit venant de la chambre d'amis. Mais Julien ne fit aucun son, comme s'il s'était effacé dans le silence, ou comme s'il savait déjà comment ne pas déranger. Le lendemain, elle se réveilla tôt. Le ciel était encore gris, le sol détrempé. Lorsqu'elle descendit, elle trouva la cuisine propre, une tasse de café fumant sur la table, et Julien assis, les mains croisées, regardant par la fenêtre.
Il lui dit bonjour d'un ton calme, presque doux. Elle hocha simplement la tête. Elle sentait, sans comprendre encore pourquoi, que cet homme allait bouleverser quelque chose en elle. Et malgré tous ses principes, elle n'était pas sûre d'en avoir vraiment peur. Le lendemain matin, Claire prépara le petit déjeuner en silence. Julien était déjà levé, assis à la même place que la veille, le regard perdu dans la grisaille du matin. Il semblait avoir passé une nuit agitée malgré son apparente tranquillité. Sa chemise séchait près du poêle, soigneusement étendue, et ses cheveux, encore humides, retombaient sur son front en mèches désordonnées. Il la remercia d'une voix basse lorsqu'elle posa devant lui une tasse de café noir et quelques tartines grillées. Il mangeait lentement, avec des gestes mesurés, presque cérémonieux. Claire l'observait discrètement, attentive à chaque détail. Il tenait la tasse avec élégance, comme s'il avait été habitué à la porcelaine fine plutôt qu'à la vaisselle rustique de campagne. Il utilisait des tournures de phrases précises, choisies, avec une diction impeccable qui contrastait avec l'image d'un homme ayant prétendument perdu son train et ses papiers. Lorsqu'elle lui demanda d'où il venait exactement, il marqua une pause à peine perceptible avant de répondre « Je suis de passage, je voyage », sans destination fixe. Elle attendit qu'il développe, mais il ne dit rien de plus. Il détourna les yeux vers la fenêtre, comme s'il y cherchait une réponse plus convaincante que celle qu'il venait de lui offrir. Elle ne le pressa pas. Elle se contenta d'un léger hochement de tête, mais intérieurement, les questions s'accumulaient. Lorsqu'elle quitta la maison pour aller au collège, Julien proposa spontanément de l'aider à ranger la vaisselle. Elle accepta sans répondre, presque surprise par sa proposition. Il se montrait serviable, discret, mais il ne se comportait jamais comme quelqu'un habitué à la précarité. Aucun tremblement d'incertitude dans ses gestes, aucune maladresse. Lorsqu'il saisissait les objets, ses mains étaient trop propres, ses ongles soignés. Ce détail, à lui seul, l'intrigua profondément. Elle avait connu des voyageurs, des randonneurs, même des marginaux de passage. Tous portaient les marques visibles de leur errance. Julien, lui, en était exempt. Sur le chemin de l'école, les pensées de Claire tourbillonnaient autour de cet homme mystérieux. Elle tenta de se concentrer sur ses cours, sur ses élèves, mais son esprit revenait inlassablement à cette silhouette calme et parfaitement incongrue dans le décor de sa maison modeste. À midi, elle déjeuna seule à la cantine, feuilletant distraitement un recueil de poèmes. Elle ne lut pas vraiment. Chaque page tournée n'était qu'un geste pour masquer l'agitation intérieure qui la gagnait. Elle repensait à sa voix, à sa manière de répondre, sans jamais vraiment dire quelque chose. Il n'avait donné ni nom de famille, ni lieu de provenance. Même son prénom, Julien, sonnait trop commun pour qu'elle sache s'il disait vrai. En fin de journée, elle retrouva sa maison rangée. Julien avait coupé du bois, empilé les bûches sous l'abri, nettoyé le sol de l'entrée et même réparé un loquet branlant sur la fenêtre du salon. Elle en fut surprise, presque déconcertée. Lorsqu'elle entra, il lisait un vieux volume de Victor Hugo trouvé sur l'étagère du salon. Il releva les yeux et dit simplement « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'aime beaucoup cet auteur. » Elle répondit que non, bien sûr que non, tout en se demandant comment un homme sans abri pouvait citer spontanément Les Misérables et le lire avec un tel naturel. Au cours du dîner, il lui expliqua avoir étudié la littérature durant sa jeunesse, mais qu'il avait fini par s'éloigner de ce monde. Il ne précisa pas ce qu'il faisait désormais. Lorsqu'elle lui demanda s'il avait une famille, il répondit que certaines distances étaient parfois nécessaires. C'était tout. Une phrase vague, un soupir discret, puis un silence. Claire ne le relança pas. Mais cette manière de parler de choses importantes avec une pudeur presque étudiée renforçait son impression. Il cachait quelque chose. Ce n'était pas seulement un homme égaré, c'était un homme qui fuyait quelque chose. Le lendemain, il resta encore. Claire ne le pressa pas de partir. Elle aurait pu lui dire que l'abri qu'elle offrait n'était que temporaire, qu'il devait reprendre sa route. Mais elle ne le fit pas. Il y avait dans sa présence une forme de calme qui, malgré les doutes, ne lui pesait pas. Au contraire, elle se surprit à l'écouter marcher dans la maison, à deviner ses gestes à travers les murs, à noter avec un plaisir discret les efforts qu'il faisait pour ne pas s'imposer. Pourtant, à mesure que les heures passaient, elle accumulait les contradictions. Il disait voyager sans but, mais il connaissait trop bien les codes du confort. Il disait avoir perdu ses papiers, mais parlait avec une assurance peu commune.
Même ses silences semblaient choisis. Un après-midi, alors qu'elle rentrait plus tôt que prévu, elle le trouva dans la cuisine, préparant un ragoût avec une précision quasi professionnelle. Il avait trouvé les herbes séchées dans le placard, aligné les ustensiles, ajusté le feu avec soin. Il ne cuisinait pas comme un amateur. Claire resta un instant sur le pas de la porte, sans se montrer. Elle l'observa, notant chacun de ses gestes. Lorsqu'il se tourna vers elle, il eut un léger sourire. « Vous êtes rentrée plus tôt », dit-il simplement. Elle répondit oui, en s'approchant, puis ajouta, d'un ton qu'elle voulut neutre, « Vous semblez avoir de l'expérience en cuisine. » Il haussa les épaules. « J'ai dû apprendre, dit-il, sans préciser pourquoi ni comment. » Ce soir-là, elle relut en secret les quelques notes qu'elle tenait sur ses élèves. Rien de personnel, juste des observations. Elle se surprit à vouloir noter quelque chose sur Julien, comme si elle cherchait à consigner cette énigme dans un carnet pour mieux la déchiffrer. Mais elle s'arrêta, referma le cahier. Ce n'était pas sa place. Pourtant, dans sa tête, la liste s'allongeait. Main propre, vocabulaire riche, discrétion excessive, comportement raffiné, et maintenant, des compétences inattendues en cuisine. Elle tenta de relier les points, sans succès. Le mystère s'épaississait à mesure que le calme s'installait. Julien semblait fait pour être là, et pourtant tout en lui jurait avec le décor de sa vie. Elle décida alors qu'elle n'en resterait pas là, qu'elle devait comprendre qui il était réellement, non pas pour le chasser, mais pour ne plus vivre dans le doute. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que cette quête de vérité allait l'emmener bien plus loin que ce qu'elle avait jamais imaginé. Le 4e jour, Claire ressentit une tension nouvelle dès le matin. Julien, fidèle à ses habitudes récentes, s'était levé avant elle. Il préparait déjà le café, toujours avec cette attention méticuleuse qui trahissait un raffinement peu commun. Elle descendit en silence, le remerciant brièvement avant de s'asseoir à la table. Le ciel dehors était encore bas, chargé de nuages lourds. Un silence inhabituel s'installa entre eux. Julien lisait un journal local, visiblement concentré. Mais Claire avait remarqué depuis la veille un détail qui l'avait troublé, un élément trop précis pour être ignoré. La veille au soir, alors qu'elle rangeait les manteaux dans le vestibule, ses doigts s'étaient arrêtés sur une poche intérieure du manteau de Julien. Elle ne l'avait pas fouillé volontairement, mais en le déplaçant pour accrocher un autre vêtement, un objet était tombé au sol. Il s'agissait d'un petit écrin noir discret, comme ceux utilisés pour des bijoux ou des montres. En l'ouvrant, elle avait découvert un objet d'un éclat silencieux. Une montre-bracelet d'une finesse rare, visiblement hors de prix. Pas le genre d'accessoire qu'un homme en fuite ou sans domicile transporterait avec lui. L'objet lourd et précieux avait été vite dissimulé dans sa main, puis replacé exactement là où elle l'avait trouvé. Julien n'avait rien vu. Mais depuis ce moment, quelque chose s'était rompu dans la construction fragile de la confiance qu'elle lui avait accordée. Ce matin-là donc, elle décida de le confronter. Pas frontalement, mais par petites touches. Elle attendit qu'il pose le journal, puis demanda, presque en feignant l'innocence, « Cette montre que vous avez, elle est très belle. Elle vous a été offerte ?» Julien, surpris, leva les yeux vers elle. Il y eut un très court instant de flottement, puis il répondit avec un sourire tendu, « C'était un cadeau. Il y a longtemps. Je l'avais oublié dans la poche. » Sa voix ne tremblait pas, mais ses yeux avaient légèrement évité les siens. Claire, qui observait les réactions humaines depuis des années dans sa salle de classe, reconnut ce petit décalage, cette manière d'esquiver la vérité sans mentir frontalement. Elle hocha la tête sans insister, mais en elle, la méfiance prenait racine. Le reste de la journée se déroula comme les précédentes, en apparence. Julien coupa du bois, nettoya le jardin, recousit une nappe effilochée, comme s'il voulait se rendre utile à tout prix. Mais chaque geste semblait plus contrôlé, plus mécanique. Il parlait peu, et lorsqu'il le faisait, ses mots étaient choisis avec soin. Claire, de son côté, faisait mine de ne pas remarquer. Elle continuait à jouer le rôle de l'hôtesse bienveillante, mais son esprit analysait chaque interaction. Plus elle observait Julien, plus elle percevait les incohérences. Ses réactions à certaines références culturelles, sa manière de connaître le vin sans jamais dire d'où lui venait ce savoir, le choix précis de ses vêtements, même ses chemises, bien qu'usées, étaient de coupe trop élégante pour un homme prétendument en errance. Le soir venu, Claire monta se coucher mais ne parvint pas à trouver le sommeil.
Le bruit discret du vent dans les arbres, habituellement apaisant, la rendait nerveuse. Elle repensait à la montre, à ce sourire figé, à cette tension dans les gestes de Julien. Ce n'était pas la peur qui la tourmentait, mais une sensation plus subtile, celle d'être la spectatrice d'un théâtre dont elle ne connaissait pas le texte. Elle avait l'impression que chaque jour, Julien récitait un rôle qu'il connaissait bien, mais que les failles devenaient visibles à mesure qu'il s'attardait. Elle ne savait pas encore s'il mentait par malveillance ou par nécessité, mais elle en était désormais certaine. Il ne disait pas tout, et ce silence soigneusement entretenu devenait insupportable. Le lendemain, elle décida de mener ses propres recherches. Discrètement, elle interrogea la bibliothécaire du village sur les visiteurs récents. Personne n'avait vu d'étrangers récemment, à part un couple de cyclistes allemands. Elle passa aussi par la boulangerie, prétextant une conversation sur la météo, pour écouter si quelqu'un parlait d'un inconnu en ville. Rien. Julien semblait n'être apparu que dans son propre monde, comme une énigme surgie de nulle part. Ce constat ne fit qu'intensifier son trouble. Elle ne supportait pas l'idée d'avoir ouvert sa maison à quelqu'un dont elle ne connaissait rien. Et pourtant, une autre partie d'elle-même, plus irrationnelle, s'accrochait encore à l'image d'un homme fatigué, cherchant simplement un refuge. En fin d'après-midi, elle l'observa à nouveau, cette fois dans le jardin. Il taillait les buissons, concentré, les manches retroussées. Ses gestes étaient précis, méthodiques, trop précis. Claire, à cet instant, se demanda s'il avait déjà fait ce genre de tâches auparavant, ou s'il copiait simplement ce qu'il croyait être le comportement d'un homme simple. Cette pensée l'ébranla plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se demanda pourquoi il faisait tout cela. Était-ce par gratitude, par culpabilité, ou bien pour se faire oublier? Et si la montre n'était qu'un détail parmi d'autres, un fil dépassant d'un tissu plus vaste? Elle rentra, s'assit dans le salon et reprit son carnet. Cette fois, elle écrivit, une page entière. Elle y nota chaque élément troublant, chaque comportement incohérent, chaque mot vague. Elle traçait les contours d'un mystère qui prenait forme lentement. Elle ne voulait pas se tromper. Elle ne voulait pas accuser à tort. Mais elle se devait de rester lucide. Elle avait déjà souffert d'une perte. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser une illusion la frapper une seconde fois. Lorsque Julien rentra ce soir-là, elle le reçut avec une cordialité mesurée. Elle lui parla de ses cours, de ses élèves, de la pluie qui allait revenir. Il répondit poliment, toujours aussi calme. Mais elle savait que sous cette façade, quelque chose se cachait. Quelque chose qu'il ne voulait pas nommer, peut-être même pas admettre. Et elle, malgré tout, n'avait pas encore décidé ce qu'elle ferait lorsqu'elle découvrirait la vérité. Claire ne dormit presque pas cette nuit-là. Les bruits familiers de la maison, d'ordinaire apaisants, lui semblaient maintenant porter un écho trouble. Chaque craquement du bois, chaque soupir du vent dans les volets lui rappelait qu'un homme dormait sous son toit. Un homme qu'elle ne connaissait pas vraiment et qui refusait de dire qui il était. Elle se retourna dans son lit à maintes reprises, fixant le plafond dans l'obscurité, les pensées courant dans sa tête comme des gouttes d'eau sur une vitre en pente. Au petit matin, les premières lueurs du jour dessinèrent des ombres longues sur les murs de sa chambre et Claire comprit qu'elle ne pourrait plus se contenter de supposer. Elle avait besoin de faits. Julien, de son côté, semblait étrangement serein ce jour-là. Il préparait le café en chantonnant à voix basse une vieille chanson française. Ce détail, en apparence anodin, perturba Claire plus qu'elle ne l'aurait cru. Il agissait comme s'il avait toujours vécu ici, comme si cette maison lui appartenait à demi. Il se déplaçait dans la cuisine avec une aisance nouvelle, se permettait de choisir les tasses, d'ajuster la chaleur du poêle, de nourrir le chat. Il remercia Claire d'un regard complice en posant la tasse devant elle. Elle le remercia d'un murmure, observant son visage attentivement. C'était comme s'il avait relâché sa garde, comme s'il se croyait à l'abri. Mais quelque chose se produisit en fin de matinée qui allait tout changer. Alors que Julien s'était assoupi dans le fauteuil du salon, après avoir terminé une tâche au jardin, Claire passa près de lui pour aller dans la cuisine. Elle s'arrêta en entendant sa respiration irrégulière. Il dormait profondément, mais sa mâchoire était crispée, son front contracté. Et soudain, il parla. Ou plutôt, il murmura. Des mots inaudibles d'abord, puis plus nets. Marcel, les chiffres. Pas maintenant. Claire se figea. Elle se pencha légèrement pour écouter. Julien semblait prisonnier d'un rêve intense. Il ajouta, presque en gémissant, « Londres. Il faut partir. Ils savent déjà. » Claire recula,
le cœur battant. Ce n'était pas un simple bavardage de sommeil. Ces phrases formaient un puzzle, un ensemble cohérent de noms, d'urgences, de lieux. Elle attendit qu'il se réveille, feignant l'indifférence. Lorsqu'il ouvrit les yeux, elle lui sourit brièvement et prétexta une course en ville. En réalité, dès qu'elle fut hors de portée, elle sortit son téléphone. Elle hésita une seconde, puis tapa le nom qu'il avait murmuré, Marcel Lefebvre. Plusieurs résultats apparurent, des articles récents, des photos, des noms d'entreprises. Un nom se répéta plusieurs fois, Julien Lefebvre. Elle cliqua. La page s'ouvrit sur le portrait d'un homme au regard pénétrant, costume impeccable, mains croisées sur une table de conférence. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'image n'était pas parfaitement identique, mais la ressemblance était indéniable. L'homme sur la photo était plus soigné, plus formel, mais elle reconnaissait la ligne du menton, la forme du nez, ce regard concentré. Julien Lefebvre, milliardaire discret, propriétaire de plusieurs sociétés, connu pour sa discrétion médiatique. Disparu depuis plusieurs jours, selon un article de presse. Les journalistes évoquaient une disparition volontaire, une crise interne, peut-être un conflit familial. Claire referma la page, le souffle court. Elle relut les mots encore affichés à l'écran. Disparu, silence, conflit, fuite. Tout correspondait. Le nom Marcel apparaissait dans plusieurs articles, comme celui d'une sœur, impliquée dans une guerre d'héritage, des conflits d'action et de décisions stratégiques. Claire comprit qu'elle n'était plus seulement face à un homme mystérieux. Elle hébergeait, sans le savoir, l'un des hommes les plus puissants et recherchés de France. Elle rentra à la maison lentement, le cœur battant fort. Julien lisait dans le salon, comme si rien ne s'était passé. Lorsqu'il la vit entrer, il leva les yeux et dit « Tout s'est bien passé ?» Elle hocha la tête. « Oui, comme prévu. » Elle ne savait pas encore si elle devait lui dire ce qu'elle avait découvert. Elle voulait d'abord comprendre pourquoi il était là, pourquoi il avait fui, ce qu'il cherchait dans cette maison perdue près d'un lac silencieux. Les jours suivants, elle le questionna par petites touches. « Vous avez des frères ou sœurs ?» demanda-t-elle un soir en rangeant la vaisselle. Julien hésita, puis répondit simplement « Une sœur. Nous sommes. » Compliqué. Claire nota le choix du mot. Pas fâché, pas éloigné. Compliqué. Elle demanda « Et vos parents ?» Julien sourit tristement. Mort depuis longtemps. Claire ne répondit pas. Elle en savait désormais plus que ce qu'il disait, mais elle ne voulait pas rompre la fragile bulle de confiance qui s'était formée. Elle voulait qu'il parle de lui-même, qu'il dise pourquoi il s'était enfui, qu'il explique ce qu'il fuyait vraiment. Un soir, alors qu'ils dînaient tous les deux, le silence entre eux devint plus lourd qu'à l'accoutumée. Claire posa sa fourchette, le regarda fixement. « Vous avez parlé en dormant l'autre jour. Vous avez dit le nom de votre sœur. Vous avez parlé de chiffres, de Londres. » Julien se figea. Le silence qui suivit fut presque insoutenable. Puis, lentement, il se redressa, posa ses coudes sur la table. « J'ai dit ça ?» Claire acquiesça. Il baissa les yeux. Ce n'était pas censé sortir, pas comme ça. Il soupira longuement. « Ce que je vous ai dit. Ce que je n'ai pas dit, plutôt. Ce n'est pas par méfiance, c'est par nécessité. » Claire attendit. Il ne dit rien de plus. Elle ne le pressa pas, mais en elle, la tension grandissait. Ce soir-là, elle relut les articles en ligne. Elle découvrit qu'une enquête discrète était en cours, que les autorités évitèrent la presse. Que la sœur de Julien, Marcel Lefebvre, était impliquée dans des montages financiers douteux, des pressions internes pour reprendre le contrôle de l'empire familial. Et Julien, selon les rumeurs, avait refusé de signer certains documents. Certains pensaient qu'il s'était retiré volontairement pour faire tomber les masques. D'autres, qu'il avait été écarté. Claire comprit que ce qu'il fuyait n'était pas seulement une famille compliquée, ni un monde trop exigeant. Il fuyait une guerre invisible, une lutte de pouvoir où chaque mot, chaque signature pouvait devenir une arme. Et soudain, elle se sentit prise entre deux mondes, celui qu'elle connaissait, fait de calme et de routine, et celui de Julien, silencieux, mais dangereux. Claire ne savait plus vraiment à quoi s'attendre chaque matin en croisant Julien dans sa propre cuisine. Ce qui, au départ, n'était qu'un acte de bonté temporaire, s'était transformé en une routine étrange et silencieuse. Il était toujours là, prêt, calme, presque domestique. Elle aurait pu croire à une cohabitation ordinaire si elle n'avait pas eu en tête tout ce qu'elle savait maintenant. Julien Lefebvre, milliardaire recherché, prétendant être un simple voyageur égaré,
s'était installé dans sa maison avec une douceur telle que sa présence paraissait naturelle. Et pourtant, Claire savait que derrière les gestes mesurés et la voix apaisante, il y avait une tension qu'il ne montrait jamais. Ce jour-là, elle décida de ne plus jouer. Pendant le déjeuner, alors que le soleil tentait de percer entre les nuages gris d'automne, elle posa sa serviette, le fixa et demanda d'une voix calme, sans détour, « Est-ce que vous êtes Julien Lefebvre ?» Le silence qui suivit fut immédiat, lourd, presque métallique. Il ne bougea pas tout de suite. Son regard resta fixé sur son assiette, comme si le temps s'était figé. Lorsqu'il releva enfin la tête, Claire vit dans ses yeux quelque chose de fragile, comme une porte battante prête à céder. Il ne répondit pas tout de suite. Elle n'insista pas. Elle voulait juste entendre la vérité, pas une confession forcée. Finalement, il dit « Je m'appelle Julien, oui », mais il n'ajouta pas son nom de famille. Il détourna les yeux, ses traits se fermèrent légèrement. « Et si j'étais cet homme-là, que feriez-vous » Claire sentit la question comme une manœuvre, une tentative de tester ses intentions. Elle répondit sans colère « Je ne sais pas. Je ne suis pas journaliste, ni policière. Je suis seulement une femme qui a offert un toit à un inconnu. Mais je déteste qu'on me mente. » Julien baissa les yeux à nouveau. Il ne nia pas. Il ne confirma pas. Mais son silence était plus éloquent que n'importe quelle phrase. À partir de ce moment, quelque chose changea entre eux. Julien ne quitta pas la maison. Claire ne lui demanda pas non plus de partir. Une forme de pacte implicite s'établit. Elle savait, il savait qu'elle savait, mais aucun des deux ne nommait les choses. Elle ne dénonçait pas, et lui ne tentait plus vraiment de se cacher. Pourtant, la tension restait présente, suspendue entre les mots non dits, dans les regards retenus, dans les gestes trop prudents. Les jours passèrent ainsi, comme un fil tendu. Julien continuait à aider dans la maison. Il répara des étagères, ponça une vieille commode, réorganisa le petit potager. Claire observait chaque mouvement. Plus elle le voyait agir, plus elle se demandait qui il était réellement sous cette nouvelle façade. Était-il sincère dans sa fuite? Voulait-il vraiment s'éloigner de son ancienne vie? Ou n'était-il là que temporairement, le temps que l'orage médiatique passe? Le soir, ils partagèrent des repas simples. Leur discussion restait légère, limitée aux sujets neutres, la météo, les livres, les recettes. Mais parfois, au détour d'une phrase, Julien laissait échapper un détail trop précis, une référence trop pointue. Claire les notait mentalement, formant peu à peu le portrait d'un homme éduqué, formé à l'élégance mais qui se forçait à adopter une vie simple qu'il n'avait jamais vraiment connue. Un jour, en épluchant des légumes, il évoqua une recette d'un grand chef parisien, en détaillant les étapes avec une précision qui ne laissait aucun doute. Claire lui lança un regard en coin, mais ne releva pas. Une autre fois, en parlant d'un roman, il cita un passage en latin, puis s'excusa avec un sourire gêné comme s'il s'était trahi. Elle répondit par un hochement de tête, sans commentaire. Elle voulait qu'il se sente libre de parler, qu'il laisse tomber de lui-même les couches de ce personnage qu'il s'était fabriqué. Elle ne voulait pas lui arracher la vérité, mais l'amener à la déposer devant elle, de son propre gré. Dans le village, personne ne semblait avoir remarqué sa présence. Julien sortait rarement. Il restait dans le jardin ou près du lac, toujours discret. Claire se demanda parfois s'il s'agissait d'une stratégie ou simplement d'un besoin sincère de se faire oublier. Il ne posait pas de questions sur les habitants, n'exprimait aucun intérêt pour la région, ne cherchait pas à établir de liens. Tout son univers se réduisait à la maison, au jardin, à elle. Ce confinement volontaire éveilla chez Claire un mélange de trouble et de fascination. Elle se surprenait à vouloir le comprendre, à guetter ses réactions, à imaginer ce qu'il avait pu vivre pour en arriver là. Mais elle refusait de tomber dans une forme de compassion aveugle. Elle voulait garder sa lucidité. Elle avait déjà vécu une perte, et elle ne voulait pas à nouveau se retrouver piégée dans une histoire qu'elle ne maîtrisait pas. Un soir, alors qu'il prenait un thé près de la cheminée, Claire rompit le silence. « Est-ce que vous allez repartir bientôt ?» Julien ne répondit pas tout de suite. Il regardait les flammes, les yeux perdus dans leur danse lente. Puis il souffla « Je ne sais pas encore ». Elle ne posa pas d'autres questions. Il ne lui demanda pas non plus si elle voulait qu'il parte. Et dans ce silence, chacun devina ce que l'autre n'osait pas dire. Il n'était plus un étranger de passage. Et elle, malgré elle, ne le considérait plus comme un simple invité. Mais cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment.
Claire en était consciente. L'équilibre fragile qu'ils avaient trouvé pouvait se rompre à tout moment. Il suffisait d'un appel, d'une visite inattendue, d'un voisin trop curieux. Elle savait que le monde auquel Julien appartenait finirait par le rattraper. Elle ne savait pas quand ni comment, mais elle sentait que l'ombre de cette vérité planait au-dessus de leur quotidien, prête à fondre à la première faille. Et pourtant, chaque matin, lorsqu'elle descendait et le trouvait là, les mains déjà occupées, le regard calme, elle repoussait cette pensée. Elle se disait « Encore un jour, encore un matin, où tout reste en place, où personne ne frappe à la porte, où le silence est encore leur abri. » Les jours s'égrenaient comme des feuilles emportées par le vent d'automne, et chaque matin trouvait Julien plus intégré à la maison, à la routine, au rythme calme de cette vie retirée. Pourtant, aux yeux de Claire, quelque chose avait changé. Non pas dans l'apparence de Julien, ni dans ses gestes toujours courtois et maîtrisés, mais dans la cohérence même de son personnage. Le naturel dont il faisait preuve au début semblait désormais teinté d'une forme d'effort, comme s'il peinait à maintenir une version de lui-même qui ne correspondait plus tout à fait à la réalité. Le rôle de l'homme simple et discret qu'il s'était attribué commençait à se craqueler. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à partir au collège, Claire constata que le robinet extérieur fuyait. Elle s'en plaigna à voix haute, pensant devoir appeler un plombier du village. Julien lui proposa immédiatement de s'en occuper. Elle accepta par habitude plus que par confiance et l'observa par la fenêtre pendant qu'il s'affairait à la tâche. Il semblait sûr de lui, déterminé, mais très vite, il parut contrarié, incapable de démonter une simple pièce du tuyau. Il fit venir les outils plusieurs fois, testa des combinaisons inutiles et finit par revenir, les mains vides, disant que la pièce était trop vieille, impossible à débloquer. Claire nota la frustration dans sa voix, mais surtout l'agacement discret d'avoir été vue en difficulté. Elle n'insista pas, se contenta d'appeler un professionnel, mais intérieurement, elle ajouta ce détail à la liste grandissante de ses incohérences. Julien se présentait comme un homme débrouillard, mais peinait avec les tâches manuelles les plus basiques. Son corps, pourtant robuste, ne semblait pas habitué aux efforts physiques prolongés. Il savait cuisiner avec précision, oui, mais pour le reste, il avait manifestement tout appris récemment, ou simulait. Les choses devinrent encore plus claires le lendemain, lorsqu'elle trouva dans la cave un carton renversé. Il contenait des objets anciens, des bibelots, des papiers personnels à elle, mélangés à des livres et carnets. Parmi eux, un carnet de croquis qu'elle avait tenu après la mort de son mari. En le feuilletant, elle remarqua que certaines pages avaient été déplacées et un signet qu'elle n'utilisait jamais était inséré entre deux pages vierges. Elle comprit immédiatement que Julien était descendu là, qu'il avait fouillé, peut-être par curiosité ou ennui, mais qu'il avait laissé des traces. Elle ne le confronta pas immédiatement. Elle voulait observer davantage. Elle commença alors à le tester, sans qu'il ne s'en rende compte. Elle laissait traîner des objets, modifiait leur place, glissait des documents dans des livres, notait s'il les avait vus, manipulait, déplaçait. Elle lui parlait de personnes fictives dans le village pour voir s'il prétendait les connaître ou au contraire montrait de la prudence. Chaque jour lui confirmait une chose. Julien jouait un rôle, mais de moins en moins bien. Il n'était pas méchant ni menaçant, mais il était clairement perdu, et son masque d'homme modeste s'effritait sous le poids de sa vraie nature. Un soir, alors qu'il dînait en silence, Claire se surprit à l'observer longuement. Julien semblait fatigué, les traits tirés. Il mangeait lentement l'air ailleurs. Elle décida de lui poser une question simple, mais déstabilisante. « Est-ce que vous pensez à partir ?» Julien releva les yeux surpris. Il hésita, puis répondit « Parfois. Mais je n'ai pas encore décidé où aller. » Claire inclina légèrement la tête. « Vous dites ça depuis des semaines. » Il sourit, un sourire forcé. « Ici, je peux respirer. » Cette fois, elle n'accepta pas cette réponse vague. Elle se redressa, croisa les bras. « Vous fuyez. Pas seulement des gens. Vous fuyez ce que vous êtes. » Julien baissa les yeux. Il ne protesta pas. Il savait qu'elle avait raison. Ce soir-là, il parla un peu plus. Pas beaucoup, pas assez pour combler les vides, mais suffisamment pour laisser entrevoir une faille. Il dit avoir grandi dans un monde où chaque décision était pesée, chaque relation soumise à des enjeux de pouvoir, chaque mot destiné à séduire, manipuler ou conquérir.
Il évoqua un système familial écrasant, où la loyauté était une monnaie d'échange. Il parla d'une sœur qui ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'elle voulait, d'un conseil d'administration où il n'était qu'une silhouette qu'on utilisait pour signer, apparaître, représenter. Il n'entra pas dans les détails, mais Claire comprit que sa fuite n'était pas une simple escapade. C'était un effondrement. Les jours suivants, il cessa de jouer. Il ne tenta plus de réparer les objets qu'il ne savait pas manipuler. Il ne fit plus semblant d'aimer les tâches de campagne. Il continua à cuisiner, à lire, à s'occuper du jardin, mais sans chercher à se rendre indispensable. Il commença à poser des questions à Claire, sincèrement. Il s'intéressa à sa vie d'enseignante, à ses lectures, à la manière dont elle avait traversé le deuil. Elle répondit avec parcimonie, mais plus librement qu'avant. Elle avait cessé de se méfier, non pas parce qu'elle le comprenait entièrement, mais parce qu'il avait enfin cessé de lui mentir. Un matin, elle le trouva en train de ranger les livres de la bibliothèque. Il avait classé les ouvrages par thème, respectant son système de rangement à la lettre. Lorsqu'elle entra dans la pièce, il dit simplement « J'ai passé la nuit à lire. Je ne me souvenais pas que les mots pouvaient encore me toucher. » Elle ne répondit pas, mais elle le regarda longtemps. C'était la première fois qu'il disait quelque chose sans se protéger derrière des demi-vérités. Il était là, simplement, sans défense. Et malgré tout ce qu'elle savait, malgré tout ce qu'elle ne savait pas encore, Claire sentit que ce moment valait plus que toutes les révélations. Julien, pour la première fois, n'était plus un homme qui fuyait. Il était un homme qui commençait à se reconstruire, non pas en se cachant, mais en se reconnaissant dans ce qu'il avait perdu. L'automne avançait, et les feuilles mortes jonchaient maintenant les allées autour de la maison. Claire les balayait chaque matin, parfois seule, parfois avec Julien, dont la présence devenait plus silencieuse mais aussi plus enracinée dans son quotidien. Pourtant, quelque chose d'étrange plana sur la journée en question, dès les premières heures. Il y avait dans l'air une tension sourde, un sentiment d'alerte que Claire n'arrivait pas à définir. Julien, lui, paraissait préoccupé. Il tournait en rond dans le jardin, revenait sur ses pas, entrait, sortait, sans raison apparente. Il parlait peu, évitait son regard. À midi, il prétexta une migraine et s'enferma dans la chambre d'amis. Claire, troublée, décida de l'observer à distance. Elle ne comprenait pas son agitation, mais elle la sentait réelle, presque physique. Vers 15 heures, alors qu'elle préparait une infusion, elle entendit une voiture s'arrêter devant la maison. Ce n'était pas une heure habituelle pour une visite. Aucun rendez-vous prévu, aucun voisin annoncé. Elle se dirigea vers la fenêtre du salon, écartant doucement le rideau. Un véhicule sombre, discret, stationnait à quelques mètres du portail. 2 hommes en sortirent. Ils ne portaient pas d'uniforme, mais leur tenue sobre, leur démarche assurée, la manière dont ils inspectaient la façade de la maison sans s'approcher trop vite, trahissait une habitude professionnelle. Ce n'étaient ni des livreurs, ni des voisins. Le cœur de Claire se mit à battre plus vite. Elle recula, le regard figé. Julien, où était-il? Elle monta précipitamment à l'étage. La porte de la chambre était entr'ouverte. Il n'y était plus. Le lit était défait, la fenêtre grande ouverte. Un courant d'air frais traversait la pièce. Elle comprit immédiatement. Il était parti. Il avait vu les hommes ou pressenti leur arrivée. Il avait fui, une fois encore. Elle resta là quelques secondes, immobile, comme figée dans une image trop familière, celle de l'absence soudaine, du vide laissé par quelqu'un qui s'était éloigné sans prévenir. Elle descendit lentement. Les hommes frappèrent à la porte quelques minutes plus tard. Claire ouvrit, le visage neutre. Ils se présentèrent comme des journalistes, évoquant une enquête sur une personnalité publique, parlant de rumeurs, de disparitions, de fortunes en jeu. Elle les écouta sans rien dire de compromettant. Elle leur expliqua que personne ne vivait ici à part elle, qu'elle n'avait vu personne d'étrange, qu'elle menait une vie tranquille. Les hommes ne la crurent probablement pas, mais ils n'insistèrent pas. Après quelques échanges de façade, ils repartirent. Lorsqu'elle referma la porte, un silence immense tomba sur la maison. Claire se laissa glisser contre le bois, s'asseyant sur le sol froid. Elle ne pleura pas. Elle ne savait même pas si elle était triste ou simplement vidée. Julien avait disparu une fois de plus, comme une parenthèse qui se referme sans bruit. Mais cette fois, il avait laissé quelque chose derrière lui. En rangeant la chambre, elle trouva une enveloppe posée sous l'oreiller. Pas cachetée, simplement pliée en deux. À l'intérieur,
Une lettre. L'écriture de Julien, nette, régulière, mais marquée d'une certaine fébrilité. Elle lut lentement, chaque mot s'imprimant dans son esprit avec une précision douloureuse. Il écrivait qu'il avait senti que le temps était compté, qu'il n'avait jamais voulu mettre Claire en danger, qu'il n'avait pas prévu de rester, mais que sa présence dans cette maison l'avait changé. Il parlait de leur silence partagé, de ses hésitations, de la manière dont elle l'avait regardé sans exiger, compris sans juger. Mais surtout, il écrivait qu'il avait peur. Non pas de sa sœur ni des journalistes, mais de redevenir celui qu'il avait été. Il avouait ne plus croire à ce monde auquel il appartenait, un monde d'apparence, de décisions prises pour d'autres, de compromis permanents. Il avait fui parce qu'il se sentait piégé, vidé, et parce qu'il avait eu besoin un jour de se retrouver ailleurs, dans un lieu sans enjeu, sans calcul. Il ne lui disait pas adieu. Il écrivait seulement qu'il devait régler ce qu'il n'avait jamais osé affronter, et que s'il survivait à ce face-à-face avec lui-même, il reviendrait peut-être, pas pour être secouru, mais pour être sincère. Claire relut la lettre plusieurs fois. Chaque lecture révélait une nuance, un mot choisi avec soin. Mais aucun passage ne révélait ce qu'elle attendait vraiment. Une promesse claire, une date, un signe concret. Julien était parti comme il était venu, en emportant avec lui les réponses qu'elle n'avait pas su poser à temps. Elle se sentit trahie, mais aussi étonnamment calme. Elle aurait pu se sentir idiote d'avoir cru à son histoire. Mais ce qu'il avait laissé derrière lui, cette lettre, ces gestes, ce silence partagé, n'étaient pas des mensonges. Ils étaient réels. Et cela suffisait pour le moment à contenir l'amertume. Les jours qui suivirent furent étranges. Claire reprit sa routine sans dire à personne ce qui s'était passé. Personne dans le village ne parla de Julien, personne ne vint poser plus de questions. La maison retrouva son silence, ses habitudes. Mais elle avait changé. Chaque pièce portait encore la trace de son passage. Le fauteuil où il lisait, le banc du jardin qu'il réparait chaque matin, le tiroir où il rangeait les herbes qu'il utilisait pour cuisiner. Rien ne criait son absence, mais tout la soulignait. Et Claire, malgré elle, attendait. Elle ne se l'avouait pas, mais chaque matin, elle jetait un œil vers le portail en ouvrant les volets. Chaque soir, elle laissait la lumière du porche allumée un peu plus longtemps. Elle n'avait aucune certitude, aucun indice, mais l'idée qu'il pouvait revenir, même sans prévenir, suffisait à entretenir cette lumière ténue dans un coin de sa conscience. Ce n'était pas de l'espoir, c'était une forme de patience, une manière de rester fidèle à ce qu'ils avaient commencé à tisser, sans le nommer. Claire n'avait pas besoin de certitude. Elle avait eu une vérité, aussi fragmentée soit-elle, et cela lui suffisait, pour l'instant. Le silence revenu dans la maison de Claire n'avait pas effacé la présence de Julien. Au contraire, il l'avait rendu plus aigu. Chaque objet qu'il avait touché, chaque geste qu'il avait intégré à son quotidien, persistait comme une empreinte invisible. Claire ne parlait pas de lui, ni à ses collègues, ni à ses voisins, mais son esprit le ramenait constamment à la surface comme une note persistante au fond d'un morceau qu'on croit terminé. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que l'histoire n'était pas close. La lettre qu'il avait laissée, bien que touchante, contenait trop de zones d'ombre pour qu'elle s'en contente. Il lui devait plus que des demi-vérités. Et elle se devait, à elle-même, de comprendre ce qui s'était réellement joué. Claire commença donc à chercher, pas par impulsion ni par vengeance, mais par nécessité. Elle voulait remettre de l'ordre dans les morceaux épars que Julien avait laissés. Elle reprit ses notes, relut les articles qu'elle avait consultés lors de ses premières recherches. Elle recroisa les dates, les noms, les faits. Très vite, un élément attira son attention. Une interview ancienne de Marcelle Lefebvre, la sœur de Julien, publiée dans un journal économique spécialisé. Elle y parlait d'une restructuration stratégique, d'un repositionnement des actifs familiaux, et entre deux phrases anodines, elle évoquait brièvement une période de silence médiatique de son frère, justifiée par une introspection nécessaire. Cette expression sonnait creux, mais elle trahissait une tentative de minimiser quelque chose de plus profond. Claire poursuivit ses recherches. Elle trouva des traces d'une assemblée générale annulée à la dernière minute, des transferts d'actions gelés par décision judiciaire, des collaborateurs remerciés sans explication. Tout indiquait une instabilité grandissante au sein du groupe Lefebvre, et au centre toujours cette figure absente, Julien. Son nom apparaissait dans les documents officiels, mais toujours de façon passive, comme s'il était là, sans l'être.
un actionnaire invisible dont la voix avait été mise en veille. Elle trouva ensuite un article plus direct, signé par un journaliste indépendant sur un blog spécialisé. Il parlait d'une lutte d'influence autour du conseil familial. Julien aurait refusé de valider une opération jugée trop risquée, orchestrée par Marcel. Il s'agissait d'un rachat d'entreprise à l'étranger dont les comptes étaient suspects. Julien aurait tenté de suspendre la transaction, mais se serait heurté à une coalition interne, pilotée par sa sœur. Peu de temps après, il aurait disparu. L'article ne donnait pas de preuves, mais la chronologie coïncidait trop bien avec ce que Claire savait déjà. Elle recula de son écran, les yeux fixant le vide. Tout devenait plus clair. Julien n'avait pas fui par caprice, ni pour un besoin de repos temporaire. Il avait été poussé dehors, volontairement ou non, parce qu'il représentait un obstacle. Il n'était pas simplement le frère discret de l'héritière ambitieuse. Il était une pièce centrale, une voix capable de dire non. Et c'est précisément ce non qui avait déclenché la tempête. Mais ce n'était pas tout. Claire se souvenait des mots murmurés par Julien dans son sommeil. Elle relut ses notes. Marcel, chiffres, Londres, fuite. Ces mots n'étaient pas des hallucinations nocturnes. Ils étaient le résumé d'un conflit économique et familial d'une rare violence. Et Londres apparaissait plusieurs fois dans les documents. Une filiale y était installée, un siège secondaire utilisé pour des transactions internationales. C'était probablement là que Julien avait découvert ce qu'il n'aurait pas dû voir. Plus elle creusait, plus Claire sentait une responsabilité lui tomber dessus. Elle détenait maintenant une image plus complète, plus lucide de ce que Julien traversait. Ce n'était pas seulement une histoire d'héritage, mais un combat pour préserver une part d'intégrité dans un système qui l'écrasait. Et dans cette bataille, il s'était retrouvé seul. Claire comprit alors pourquoi il avait choisi de disparaître, pas pour se sauver uniquement, mais pour se protéger d'un rôle dans lequel il ne se reconnaissait plus, un rôle imposé, ficelé, où chaque décision qu'il prenait devenait une arme aux mains des autres. Elle relut encore une fois la lettre. Elle y trouva, entre les lignes, un aveu qu'elle n'avait pas perçu jusqu'ici. Julien ne fuyait pas seulement sa sœur. Il fuyait le regard que les autres posaient sur lui. Il avait cherché, dans sa retraite, une forme de regard neuf. Et Claire, sans le vouloir, lui avait offert ce regard. Elle l'avait vu sans le juger, accueilli sans l'attendre. Elle avait été, pendant ces semaines partagées, un espace sans condition. Mais désormais, elle devait décider quoi faire de tout cela. Devait-elle garder ce qu'elle savait pour elle? Contacter un avocat, un journaliste? Rester silencieuse? Elle pesa longuement les options. Mais une chose lui paraissait claire, elle n'avait pas le droit d'intervenir à sa place. Julien avait fui pour reconstruire quelque chose. Si elle agissait, elle risquait de tout faire basculer à nouveau. Alors, elle prit une décision simple. Elle écrivit une lettre. Une lettre qu'elle n'envoya pas tout de suite, mais qu'elle garda, prête. Une lettre où elle lui disait qu'elle avait compris, qu'elle n'avait pas tout accepté, mais qu'elle respectait son choix. Qu'elle ne voulait pas être un refuge provisoire, mais une présence réelle, s'il décidait un jour de revenir, non pas pour se cacher, mais pour continuer. Elle ne lui posait pas de questions. Elle ne demandait rien. Elle offrait seulement une possibilité. Et pendant les semaines qui suivirent, Claire reprit sa vie, lentement, sans masquer son attente, mais sans en être prisonnière. Elle entretenait le jardin, préparait ses cours, répondait aux conversations du village. Mais le soir, en rentrant, elle lisait parfois à voix haute seule les passages que Julien avait appréciés. Elle cuisina des plats qu'il avait préparés, non pas pour entretenir une absence, mais pour faire vivre la trace qu'il avait laissée. Une trace de vérité rare et douloureuse, mais sincère. L'hiver s'était installé avec discrétion sur les bords du lac. Le gel recouvrait les herbes basses dès l'aube. Les branches dénudées des arbres formaient un réseau de lignes sombres contre le ciel pâle, et la lumière, même en milieu de journée, semblait toujours atténuée, presque effacée. Claire poursuivait sa routine avec une précision qui tenait autant de l'habitude que d'un besoin d'ancrage. Les journées au collège suivaient leur rythme, les soirées à la maison restaient paisibles, presque vides. Pourtant, malgré le calme apparent, elle ne parvenait pas à effacer la sensation d'une attente sourde. Elle ne se l'avouait pas, mais chaque fois qu'un bruit de moteur résonnait au loin, chaque fois qu'un pas approchait du portail, son corps se tendait, espérant sans le dire. Un jour de janvier, alors qu'elle rentrait plus tard que d'habitude, fatiguée, les bras chargés de copies à corriger, elle le vit.
Julien était là, debout près du portail, vêtu d'un manteau simple, un sac de voyage posé à ses pieds. Il ne bougeait pas. Il attendait. Lorsqu'elle s'arrêta à quelques mètres, il leva les yeux vers elle. Son visage était marqué par le froid et la fatigue, mais son regard avait changé. Il n'y avait plus dans ses traits cette incertitude flottante qu'elle avait connue. Il semblait calme, mais pas indifférent. Présent, enfin, sans masque. Claire n'avança pas immédiatement. Elle resta figée quelques secondes, les doigts serrés sur la poignée de son sac. Julien parla le premier. Sa voix était rauque, plus grave qu'elle ne s'en souvenait. « Je ne savais pas si je pouvais revenir. Je n'étais pas certain que tu voudrais encore me voir. » Elle ne répondit pas. Elle s'approcha lentement, posa ses affaires sur le banc à l'entrée. Il reprit plus doucement. Mais je ne pouvais pas rester loin en prétendant que ça ne comptait pas. Elle se contenta de le regarder. Il ne chercha pas à combler le silence. Il attendait sa réponse comme on attend un jugement. Enfin, elle dit simplement « Tu es venu pourquoi? Pour rester? Ou pour t'excuser et repartir ?» Il secoua lentement la tête. « Je suis venu parce que j'ai terminé ce que je devais affronter. Pas tout, mais assez pour savoir que je ne veux plus mentir. » Elle inspira profondément, ses yeux fixant les siens. « Et moi, qu'est-ce que je suis dans tout ça? Une parenthèse? Une pause dans ton chaos ?» Julien baissa les yeux une seconde, puis les releva plus assuré. « Tu es la seule chose qui n'était pas prévue, mais qui m'a permis de me retrouver. Je ne viens pas ici pour me reposer. Je viens pour recommencer, si tu veux bien. » Elle ne dit rien tout de suite. Elle ouvrit le portail, le laissa entrer. Il prit son sac, la suivit en silence. Une fois à l'intérieur, elle posa les copies sur la table, mit de l'eau à chauffer pour le thé, comme si elle reprenait un geste ancien. Julien resta debout près de la fenêtre, observant le jardin. Lorsqu'elle revint avec 2 tasses fumantes, elle lui en tendit une. Il la prit avec gratitude. Ils s'assirent, pas côte à côte, mais face à face, comme 2 personnes qui acceptent de rouvrir un dialogue longtemps interrompu. Julien parla le premier. Il raconta ce qu'il avait fait, où il était allé. Il avait confronté sa sœur, non pas dans une réunion officielle, mais dans un cadre privé, loin des avocats et des stratèges. Il lui avait dit qu'il renonçait à toute revendication, qu'il ne signerait rien, qu'il ne cautionnerait aucune opération douteuse. Il n'avait pas négocié. Il avait simplement mis fin à sa participation à un monde qui ne lui ressemblait plus. Il avait vendu ses parts, quitté les comités, coupé les ponts. Non pas dans un geste théâtral, mais avec la froideur d'un homme décidé à ne plus se perdre. Claire l'écoutait, sans interrompre. Elle percevait dans son récit la fatigue d'un homme qui avait lutté non pas pour reprendre le contrôle, mais pour lâcher ce qu'il avait détruit. Lorsqu'il eut terminé, elle demanda « Et maintenant ?» Julien répondit sans hésiter « Maintenant, je veux une vie honnête, une vie où je ne suis pas un nom sur un contrat, une vie qui me ressemble. » Elle haussa un sourcil. « Et tu crois que ça commence ici ?» Il acquiesça. « Seulement si tu veux. » Il ne la supplia pas. Il ne chercha pas à séduire. Il parlait avec une simplicité nouvelle, une humilité qu'elle n'avait jamais perçue en lui auparavant. Ce n'était plus le fugitif calculé qu'elle avait accueilli. C'était un homme revenu de ses propres ténèbres, prêt à construire quelque chose sans tricher. Claire ne donna pas de réponse immédiate. Elle avait besoin de temps. Elle lui proposa de rester quelques jours, le temps d'y voir plus clair. Julien accepta sans discuter. Il reprit sa place dans la maison, sans imposer de présence. Il faisait les courses, nettoyait, cuisinait. Il ne parlait pas de ce qu'il avait laissé derrière. Il ne cherchait pas à effacer son passé, seulement à ne plus s'y enfermer. Pendant plusieurs soirs, ils dînèrent ensemble, en silence ou dans des conversations simples. Il lui posait des questions sur ses élèves, ses lectures, ses souvenirs. Elle répondait avec réserve, mais sans se fermer. Elle observait ses gestes, ses silences, sa manière de prendre soin des choses. Elle sentait en lui un effort sincère, non pour redevenir ce qu'il avait été, mais pour devenir autre. Un soir, alors qu'il marchait lentement au bord du lac, elle s'arrêta, regarda l'eau figée par le froid et dit simplement « Tu m'as blessé, pas par ton départ, par le fait que tu n'as pas eu le courage de dire la vérité quand tu étais encore là. » Julien baissa la tête. Elle continua « Je ne veux pas de quelqu'un qui disparaît au moindre bruit. Je veux quelqu'un qui reste, même quand c'est compliqué. » Il releva les yeux. « Je suis resté trop longtemps dans un monde où fuir était plus simple que parler. »
Je ne veux plus vivre comme ça. » Ils restèrent là un moment sans bouger, le silence du lac les enveloppant. Puis, sans autre mot, ils reprirent le chemin de la maison, côte à côte. Ce soir-là, Claire comprit que quelque chose avait réellement changé. Il ne s'agissait plus d'un homme qui cherchait un abri. Il s'agissait d'un homme qui cherchait à construire, pas à se cacher. Elle ne savait pas encore si elle était prête à lui ouvrir à nouveau son cœur. Mais pour la première fois, elle ne ressentait plus la peur d'être trompée. Elle ressentait simplement la possibilité, fragile mais réelle, d'un avenir partagé. Le retour de Julien n'avait pas bouleversé le quotidien de Claire dans l'immédiat. Extérieurement, rien ne semblait avoir changé. La maison gardait sa tranquillité, les jours s'enchaînaient avec la même régularité, et chacun de leurs gestes s'inscrivait dans une discrétion qui n'attirait l'attention de personne. Pourtant, à l'intérieur, Claire savait qu'elle était face à un carrefour. Elle luttait contre deux forces contraires, la prudence née de ses blessures passées et l'envie naissante d'accorder une place réelle à cet homme revenu sans exigence, mais avec la volonté manifeste de rester. Julien, de son côté, ne pressait rien. Il ne reformulait pas sa proposition chaque jour, ne tentait pas de séduire à nouveau ou de raviver artificiellement ce qui avait été interrompu. Il vivait simplement là, avec elle, dans une forme d'équilibre suspendu, respectant ses silences, répondant à ses questions lorsqu'elles venaient et surtout ne fuyant plus. Il s'investissait dans les petites tâches, lisait beaucoup, prenait soin du jardin malgré le froid. Et parfois, il lui préparait un repas en reprenant les recettes qu'ils avaient partagées autrefois. Mais cette retenue, aussi apaisante fut-elle, ne suffisait pas à dissiper les doutes de Claire. Elle savait que Julien avait fait un choix radical en quittant sa vie précédente. Elle avait lu entre les lignes de ses aveux, compris qu'il ne cherchait pas à recommencer une autre version de son passé, mais bien à en construire un nouveau, profondément différent. Ce qu'il lui offrait désormais n'était pas une vie luxueuse ni une évasion romantique. C'était une alliance sincère, mais ancrée dans la simplicité, le quotidien, le réel. Un soir, alors qu'il partageait un dîner silencieux, il prit la parole sans la regarder directement. « Claire, je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, mais je veux être honnête jusqu'au bout. Je n'ai rien à t'offrir de grandiose. Pas de maison à l'étranger, pas de compte en banque impressionnant, pas de projet de grandeur. J'ai tourné la page de tout ça. Ce que je veux, c'est une vie où les jours ne sont pas pesés en chiffres, mais vécus en présence. Et si tu veux de cette vie avec moi, je te promets de ne pas m'effacer encore une fois. » Elle resta silencieuse, les mains posées à plat sur la table. Les mots de Julien ne contenaient ni pathos ni demande pressante. Ils étaient simples, clairs, et c'est précisément ce qui les rendait puissants. Elle releva les yeux, croisa son regard. « Et si je te dis non ?» Il haussa doucement les épaules. « Alors je partirai, sans bruit. Je resterai reconnaissant, et je continuerai seul. » Claire acquiesça. « Et si je te dis oui ?» Julien sourit sans éclat. « Alors nous commencerons quelque chose qui ne reposera sur rien d'autre que ce que nous sommes. » Ce soir-là, elle ne donna pas de réponse. Elle monta se coucher tôt, laissant Julien devant la cheminée, plongé dans la lecture d'un roman qu'elle lui avait recommandé quelques jours auparavant. Dans la chambre, elle s'assit au bord du lit, le regard perdu sur la fenêtre, où le givre dessinait des motifs délicats. Elle se repassa mentalement chaque étape de leur rencontre, le soir de la pluie, la voix tremblante qui demandait un abri, le silence partagé, les doutes, la fuite, la lettre, l'absence. Et maintenant, cette présence stable, fragile, mais réelle. Elle pensa à son mari, à cette absence qui avait habité la maison si longtemps. Elle ne comparait pas. Elle savait que chaque histoire était unique. Mais elle se demanda si elle avait assez guéri pour accepter d'aimer à nouveau sans avoir peur de perdre. Car c'était bien cela au fond. Accepter l'inconnu, non pas comme une menace, mais comme une chance. Julien n'était plus un mystère. Il avait fait tomber les défenses, montré ses faiblesses, admis ses erreurs. Il ne lui promettait rien d'irréaliste, seulement une vérité nue. Le lendemain, après une nuit presque sans sommeil, Claire descendit sans faire de bruit. Julien était dans le jardin en train de couper du bois. Elle sortit, referma la porte derrière elle et s'approcha de lui. Il la vit, posa la hache, essuya ses mains sur un chiffon et attendit. Elle ne parla pas tout de suite. Elle prit le temps de le regarder, de voir l'homme devant elle non comme celui qu'elle avait hébergé par charité, ni comme le fugitif qu'elle avait soupçonné, mais comme celui qui avait choisi de revenir,
de rester, de proposer autre chose. « J'ai peur », dit-elle simplement. Il ne répondit pas. Il s'avança doucement, sans geste brusque. Elle poursuivit. « J'ai peur de recommencer quelque chose, de m'attacher, et que tout s'effondre à nouveau. » Julien hocha la tête. « Moi aussi. Mais la peur, on ne peut pas l'éliminer. On peut juste choisir de ne pas la laisser décider à notre place. » Claire le regarda longuement, puis dit d'un ton plus ferme, « Je ne veux pas partir. Je ne veux pas fuir avec toi quelque part. Je ne veux pas disparaître dans une histoire qui ne me ressemble pas. Si tu restes, c'est ici, avec ce que nous sommes, pas avec ce que nous avons fui. » Julien baissa légèrement les yeux, ému. « Je suis d'accord, » répondit-il. Elle s'approcha un peu plus, posa sa main sur son bras. « Alors on essaie, sans promesse, sans illusion, mais avec sincérité. » À partir de ce jour, ils commencèrent à vivre autrement. Ils ne parlèrent plus du passé que lorsque cela s'imposait. Ils ne planifièrent pas de projets grandioses. Ils décidèrent simplement de faire ensemble, un jour après l'autre. Julien commença à participer à la vie du village, à sa manière. Il resta discret, évitant les questions, mais il s'investit dans les réparations de la bibliothèque, proposa son aide à l'école pour un projet de lecture, accompagna Claire parfois dans ses promenades. Il ne cherchait pas à se faire aimer. Il était là, tout simplement. Les habitants, peu curieux de nature, acceptèrent sa présence sans commentaire. On le désignait comme l'homme de Claire, sans plus de détails. Et cela leur suffisait. Ce nouvel anonymat, loin d'être une contrainte, devenait une liberté. Julien n'avait plus à se cacher. Il avait simplement à exister dans ce nouveau cadre qu'il avait choisi et qu'elle lui avait permis de construire. Claire, de son côté, sentait son cœur se rouvrir lentement. Elle ne vivait plus dans l'attente d'un drame ou d'un départ. Elle acceptait l'incertitude comme une composante naturelle de toute relation. Elle ne cherchait plus à tout comprendre, mais à ressentir. Et ce qu'elle ressentait, jour après jour, était une paix fragile mais profonde. Le choix qu'elle avait fait ne reposait pas sur un élan romantique. Il était né d'une décision réfléchie, d'un constat lucide. Il valait mieux une vérité imparfaite qu'un mensonge élégant. Julien ne lui avait pas promis le bonheur. Il lui avait offert une vérité. Et c'est précisément ce qu'elle avait choisi d'accepter. Les semaines passèrent sans heurts, glissant avec la régularité d'un métronome dans la nouvelle routine que Claire et Julien avaient adoptée. Rien de spectaculaire ne venait troubler leur journée, et c'était précisément dans cette banalité retrouvée que se dessinait la forme la plus sincère de leur engagement. Julien, désormais installé de manière stable dans l'ancienne maison, n'occupait plus l'espace comme un hôte de passage. Il faisait partie du décor, de la respiration du lieu, des gestes du quotidien. Il avait cessé d'être un homme à découvrir. Il était devenu un homme à vivre. Chaque matin, Claire préparait le café pendant que Julien ouvrait les volets. Leur silence, autrefois rempli d'interrogations, était devenu confortable. Il ne s'agissait plus d'ignorer le passé, mais de ne pas le laisser dicter la structure de leur journée. Julien s'était engagé dans des activités locales, sans révéler son identité. Il proposait son aide dans les travaux d'entretien à l'école, accompagnait les élèves dans des sorties pédagogiques, réparait du mobilier ancien à la bibliothèque. Personne ne posait de questions. On l'appelait simplement Julien, et cela suffisait. Claire observait cette intégration avec une forme d'admiration discrète. Elle voyait bien que son histoire avec lui n'avait rien de conventionnel, ni de linéaire. Mais ce qui comptait désormais n'était pas le chemin parcouru, ni les obstacles surmontés. Ce qui importait, c'était la stabilité qu'ils avaient réussi à créer malgré tout. Il ne s'agissait pas d'un amour enflammé, spectaculaire, mais d'un lien patient, fondé sur la présence réelle, sur l'acceptation de l'autre tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Julien continuait à garder une certaine réserve. Il ne parlait jamais de ses anciens associés, ni de sa sœur, ni des choix financiers qu'il avait faits avant de disparaître. Mais cette absence de récit n'était pas un refus de dialogue. C'était un acte volontaire de détachement. Il avait fermé cette porte sans fracas, et Claire respectait ce choix. Elle, de son côté, ne cherchait pas à savoir plus qu'il ne disait. Elle s'était libérée du besoin de comprendre tout en détail. Elle vivait avec ce qu'il lui donnait, ses gestes, ses mots justes, son écoute constante. La maison aussi semblait s'être adaptée à cette nouvelle présence. L'atelier derrière le jardin, longtemps inutilisé, avait été transformé par Julien
en espace de bricolage et de lecture. Il y passait des heures, réparant de vieux objets ou lisant des ouvrages que Claire lui recommandait. Baptiste, le chat, s'était approprié ce nouvel espace et le soleil d'hiver qui entrait par la petite fenêtre éclairait souvent la scène silencieuse d'un homme absorbé par son travail et d'un chat endormi sur un banc de bois. Le village ne s'intéressait pas à son passé. On acceptait sa présence comme une évidence. Peut-être parce qu'il n'attirait jamais l'attention sur lui. Peut-être parce que Claire, par son comportement paisible, ne laissait jamais entendre qu'il y avait quoi que ce soit à savoir. Dans ce décor figé par les saisons, Julien avait trouvé un anonymat fertile. Il ne se cachait plus, mais il ne se proclamait rien non plus. Il était un habitant parmi les autres, ni plus ni moins. Pour Claire, cette transformation silencieuse représentait une forme de victoire. Non pas sur quelqu'un, mais sur ses propres peurs. Elle avait longtemps cru que sa vie après la mort de son mari ne pourrait plus contenir d'imprévus. Elle s'était construite une forteresse de calme et de routine. Et pourtant, elle avait accueilli, sans le vouloir, un homme porteur de désordre, de secrets, de contradictions. Et aujourd'hui, ce même homme participait à son équilibre, non en bouleversant son monde, mais en s'y ajustant. Il ne parlait jamais d'avenir lointain. Il ne projetait pas de déménagement, de voyage, ni même de changement majeur. Leur quotidien était leur seule ambition, et cela suffisait. Ils se connaissaient dans les gestes les plus simples. La manière dont Julien remplissait les bocaux d'herbes séchées, le silence que Claire installait lorsqu'elle corrigeait ses copies, les pauses qu'ils s'accordaient en fin d'après-midi pour marcher le long du lac, sans toujours parler. Ces détails étaient devenus les fondations de ce qu'ils construisaient ensemble. Parfois, en regardant Julien lire près du feu, Claire se demandait ce qu'il avait vraiment laissé derrière lui. Elle savait qu'il ne reviendrait jamais à sa vie d'avant, qu'il avait renoncé non par dépit mais par lucidité. Elle savait aussi que ce renoncement avait un prix. Il ne parlait jamais d'argent, de comptes, de biens. Mais Claire devinait qu'il avait coupé net avec un monde qui lui avait donné statut et pouvoir. Et cela, elle ne le considérait pas comme un sacrifice. Elle y voyait un choix, un geste fort, qui rendait sa présence à ses côtés encore plus significative. Un jour, Julien lui confia sans détour « Je n'ai jamais eu aussi peu, et pourtant je ne me suis jamais senti aussi libre. » Claire lui répondit simplement « C'est parce que tu n'es plus dans le calcul. » Il hocha la tête sans sourire. Il comprenait. Leur relation ne fut jamais définie par un mot précis. Ils ne parlèrent jamais de couple ni d'engagement formel. Ils étaient là, ensemble, chaque jour, et cela suffisait. Ils ne célébraient pas d'anniversaire, n'échangeaient pas de promesses. Ce qu'ils partageaient n'avait pas besoin de validation extérieure. C'était une continuité, une habitude choisie, une fidélité au présent. La neige tomba un matin, couvrant les arbres et les toits d'un voile silencieux. Claire ouvrit les volets, observa les flocons tomber lentement. Julien entra dans la pièce, posa une bûche dans le feu sans rien dire. Elle se tourna vers lui, le regarda longuement. Il s'approcha, posa une main sur son épaule. Aucune parole ne fut échangée. Le silence, encore une fois, disait tout. Dans ce paysage blanc, figé, il n'avait besoin de rien d'autre, ni explication, ni futur défini. Seulement cette présence partagée, ce souffle calme, cette évidence silencieuse d'être enfin à leur place. La fin de l'hiver s'approchait doucement. Le lac, encore partiellement gelé, retrouvait par endroits sa surface liquide, reflétant les branches dénudées qui attendaient le printemps. Le vent n'était plus aussi tranchant, et certains matins, l'air sentait déjà la terre humide et les promesses d'un renouveau discret. Dans la maison de Claire, les gestes étaient restés les mêmes. Les routines avaient été conservées avec une rigueur douce. Julien coupait le bois, rangeait l'atelier, lisait au coin du feu. Claire corrigeait ses copies, marchait dans le jardin, entretenait le potager comme on s'occupe d'un souvenir vivant. La maison ne parlait plus du passé. Elle n'était plus marquée par l'absence ni par l'attente. Elle était remplie d'un présent stable, silencieux, mais solide. Julien ne cherchait plus à se cacher. Il n'était pas devenu un autre homme. Il était devenu lui-même, dans un contexte qui ne lui imposait plus d'apparence. Claire, de son côté, n'attendait plus qu'on lui prouve quoi que ce soit. Elle n'idéalisait pas leur quotidien, ne cherchait pas à figer ce qu'ils vivaient. Elle acceptait, chaque jour, cette vie faite de détails sincères. Ce soir-là, la lumière tombait plus lentement.
Les jours rallongeaient. Claire était assise près de la fenêtre, un roman fermé sur ses genoux. Elle n'avait pas lu. Elle observait le jardin, les traces dans la neige en train de fondre, les outils laissés près de l'abri. Julien travaillait encore dehors, nettoyant les gouttières. Le ciel était d'un gris doux, presque pastel. Tout semblait en équilibre. Lorsque le soleil disparut, Claire se leva pour préparer le dîner. Elle coupa les légumes, fit chauffer l'huile, ajouta les épices que Julien aimait. Le chat dormait roulé en boule sur le tapis, les oreilles frémissant par moments. Elle entendait les pas de Julien dans le jardin, le claquement léger de la pelle contre les pierres. Tout allait bien. Rien ne devait déranger ce moment. Puis, soudain, elle entendit un coup à la porte. Un seul, sec. Claire se figea. Le bruit avait été net, précis, pas comme celui d'un visiteur hésitant. Elle essuya ses mains, se dirigea vers l'entrée. Elle ouvrit doucement. Devant elle, dans la lumière pâle du porche, se tenait Julien. Mais pas le Julien de la première nuit, ni celui qui avait fui, ni même celui revenu épuisé. C'était l'homme d'aujourd'hui, en bottes pleines de boue, les mains marquées de terre, les cheveux en désordre. Il souriait. Un sourire entier, détendu, sans ombre. Claire resta un instant sans bouger. Puis elle ouvrit la porte en grand. Julien ne dit rien. Il posa simplement la pelle contre le mur, retira ses gants, les glissa dans la poche de sa veste. Elle le laissa entrer. Il ôta ses bottes, marcha pieds nus jusqu'à la cuisine, s'approcha de la casserole encore chaude. Claire le suivit du regard, le cœur calme. Ce geste, ce retour, ce coup à la porte n'étaient pas symboliques. Ils étaient réels, concrets. Julien n'était plus un invité ni un revenant. Il était chez lui. Le repas fut silencieux mais rempli de ces regards qui n'ont plus besoin d'être traduits. Il mangeait lentement, savourant le goût des légumes, le pain encore tiède, le thé infusé plus longtemps que d'habitude. Rien d'exceptionnel ne fut dit. Et pourtant, tout avait changé. Ce dîner, ce soir-là, scellait quelque chose que les mots n'auraient pas mieux exprimé. Il n'y avait plus d'entre-deux, plus d'incertitude. Ils avaient trouvé une forme de continuité qui n'exigeait plus d'explication. Après le repas, ils restèrent dans le salon, comme souvent. Julien s'installa sur le vieux fauteuil près du poêle. Claire s'assit sur le canapé, les jambes repliées sous elle. Le feu crépitait doucement. Dehors, la neige fondait encore, goutte à goutte, comme un sablier inversé. Le chat vint se poser contre la jambe de Julien, s'étira, ronronna. Tout était exactement à sa place. Ce soir-là, Claire sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Pas une joie intense, ni une exaltation soudaine. Une paix. Elle regarda Julien, absorbé par un livre. Il ne jouait plus aucun rôle. Il était simplement l'homme qu'il avait choisi de devenir. Et elle, sans s'en rendre compte, était devenue la femme qui avait su l'accueillir sans l'interroger, sans le modifier, sans attendre de lui autre chose que cette présence exacte. Elle se leva, traversa la pièce, s'agenouilla à côté de son fauteuil. Il leva les yeux, posa le livre, attendit. Elle prit sa main, la serra doucement. Puis elle dit « Tu n'es plus un étranger. Tu n'as plus besoin de frapper. » Il acquiesça, ses yeux brillants. Il répondit seulement « Je sais. » Le feu continua de brûler. Le silence se fit autour d'eux. Pas celui de la solitude, mais celui de la plénitude. Ils n'étaient plus deux êtres tentant de se comprendre. Ils étaient un quotidien partagé, une histoire sans éclat mais dense, solide, construite non sur les révélations ou les drames, mais sur l'accueil et la constance. Et cette nuit-là, dans la maison désormais apaisée, le dernier coup à la porte avait cessé d'être le début d'une histoire. Il en était devenu le point final, non parce que tout s'achevait, mais parce que, enfin, tout pouvait simplement continuer.